Merci beaucoup de vous présenter dans le chat au fur et à mesure que vous vous joignez. C'est bon de voir que vous êtes nombreux. Nous nous réunissons à un moment critique dans le monde entier. Il y a une reconnaissance que le système alimentaire actuel ne sont pas durables et sont injustes et la société civile et les mouvements sociaux exigent une transformation alimentaire pour aborder la crise climatique, la perte de biodiversité, les inégalités. Les communautés du monde entier montrent comment cette transition peut se faire de façon juste, protégeant les droits des travailleurs et résistant au contrôle corporatif et revendiquant la lutte pour un développement durable. Cette année, nous avons une occasion extraordinaire car la COP 30 aura lieu au Brésil, un pays qui a une histoire de lutte pour la souveraineté alimentaire, agriculture familiale et politique alimentaire intégrée. La COP 30 étant organisée dans un pays démocratique du Sud, nous pouvons nous attendre à une participation massive de la société civile et tout aussi important, cette COP fait suite à la conférence sur la souveraineté alimentaire d'Iélénie qui s'est tenue le mois dernier et se déroulera parallèlement au sommet des peuples, l'espace le plus démocratique autour de la COP 30 et un lieu de rassemblement pour les mouvements sociaux. Ensemble, ces convergences façonnent un programme puissant ancré dans la souveraineté alimentaire, la justice foncière et sanitaire, les solutions climatiques menées par les communautés, tout en rejetant le contrôle des entreprises. Le webinaire d'aujourd'hui vise à clarifier ces liens, à les rendre exploitables. Beaucoup de membres du mouvement climatique, en particulier ceux qui sont engagés dans le processus politique, de la Convention 4 de l'ONU sur le changement climatique ne connaissent peut-être pas encore Zeleny et l'espace autonome de résistance. C'est pourquoi nous sommes ici pour partager des réflexions, des mouvements pour la souveraineté alimentaire, pour écouter directement les leaders des mouvements pour la souveraineté alimentaire. Nous voulons être plus préparés pour élargir les appels à s'unir à nos luttes et pour la transformation systémique. Nous avons le membre d'IPES et qui il travaille aussi dans la marche mondiale des femmes. Et nous avons Bruno aussi qui travaille dans l'articulation nationale. Nous allons écouter ce- comment nous pouvons mener cette lutte. Avant de commencer, nous devons parler de ces espaces, commençant avec le forum de Yeleni. Nous voulons savoir qu'est-ce que c'est Yeleni, Sophie. Quelqu'un a déjà peut-être entendu qu'est-ce que c'est Yeleni, mais on ne connaît pas très bien cette conférence. Est-ce que tu peux nous donner plus de contexte? Merci beaucoup, Nicole. Je suis très contente d'être ici avec Bruno et les camarades. Je suis contente de partager qu'est-ce que c'est Yeleni. C'est une belle histoire car Yeleni est un espace mondial pour la souveraineté alimentaire et a été créé avec des mouvements autochtones et petits producteurs qui souhaitaient reprendre le contrôle de la production, du commerce et de la gouvernance alimentaire. D'où vient Yeleni? Cela n'est pas dans le dictionnaire. Qu'est-ce que Neyeli? En fait, Yeleni était une femme légendaire du Mali, paysanne, leader et symbole de la lutte de la souveraineté alimentaire dans la région africaine. Elle vivait dans un petit village du Mali appelé Sirakoro. Dans cet endroit, et il y a
Elle était célébrée dans l'histoire orale comme une icône pour sa force, sa détermination et sa résilience. Elle a choisi de consacrer sa vie à l'agriculture et répétait sans cesse aux villageois qu'il était marié à la ferme. Elle était capable de nourrir non seulement sa famille nucléaire, mais aussi toute la communauté. Grâce à son courage et à la façon dont elle incarnait l'autonomie et la résilience, Yeleni est devenue un symbole du rôle central des femmes dans la production alimentaire, la survie des communautés et la souveraineté sur les terres et les semences. Lorsque les mouvements pour la souveraineté alimentaire ont été lancés, le nom Yeleni a été choisi, c'était en 2007, pour rendre hommage aux connaissances des femmes africaines. 7 ans après, le deuxième forum n'est pas seulement un événement, mais c'était un processus. Le deuxième forum Yeleni a été en 2014 et le troisième a eu lieu au Sri Lanka le mois dernier. C'est un processus très bon. Et au moment de parler du processus de Yeleni, nous invoquons cette mémoire pour rappeler que la souveraineté alimentaire n'est pas un concept abstrait, mais elle repose sur le pouvoir des communautés et les capacités des femmes de s'alimenter elles-mêmes avec leur autonomie. Yeleni est un espace très puissant. Je ne sais pas si vous voulez passer à la question suivante, pourquoi il est important. Non, c'est bon. Tu peux continuer. Nous voulons parler maintenant du processus de Yeleni et comment il a commencé. C'est un espace très important pour les mouvements sociaux puisque il y a la connaissance et le leadership des personnes qui produisent la nourriture et il y a des expériences vécues et des demandes politiques alternatives pratiques. Nous le voyons depuis le début selon ce qu'a été Yeleni et ce qui continue à être. C'est un espace très euh, puissant où nous pouvons nous renforcer en tant que féministes de base et j'ai participé. Bon, je n'ai pas participé au premier forum, mais j'ai participé au deuxième forum et lorsque j'étais là, je sentais que je faisais partie de ce processus de Yeleni. Et dans le troisième forum, c'était une expérience fantastique que j'ai vécue. C'est un espace très important euh, car nous pouvons nous renforcer et continuer de construire en termes de synergie notre puissance. Comment nous pouvons nous soutenir, non seulement en tant que féministes africaines, mais aussi au niveau mondial, puisque à maintes reprises, nous nous coordonnons avec des actions de base. Mais Yeleni nous a donné l'occasion de nous connecter au niveau international avec beaucoup de mouvements de 4 coins du monde qui travaillent sur le climat et sur la souveraineté climatique. C'est un processus important qui est construit par des mouvements sociaux et qui se rassemblent depuis la Terre. C'est depuis le bas vers le haut. Et en Afrique, les gens pensent que la bonne nourriture est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour se cuisiner. Par exemple, en Ouganda, l'on commence à cuire les bananes depuis le matin et l'on le mange le soir. Il y a un processus là. Ce processus de Yeleni s'est construit peu à peu avec des voix qui venaient depuis le terrain, avec des organisations de base. Il est important que les organisations de base et que les personnes qui sont sur le terrain parlent et lèvent leur voix par elles-mêmes, car parfois il y a d'autres qui disent, nous sommes ici pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Et je ne pense pas que les personnes n'ont pas de voix. Tout le monde a une voix. Yeleni est cet espace, l'espace où toutes les personnes ont une voix
Et toutes les personnes partagent leurs outils pratiques et cela reste très important. C'est un espace où les mouvements sociaux travaillent pour créer ce changement, cette dynamique par rapport au système alimentaire. J'aime beaucoup cette devise de Yeleni qui dit, nous avons besoin d'un changement de système et nous avons besoin d'une transformation systémique depuis maintenant et jusqu'à toujours. Puisque c'est quelque chose qui doit changer maintenant. Et si nous voulons changer quelque chose, cela doit se faire aujourd'hui et tous les jours. C'est un espace très important pour les mouvements sociaux et Thank you, cela est très Sophie. important. And I Merci know beaucoup. Shamali, Merci Bruno, Sophie and Sophie, the three of et you were at the last Humanity Bruno Forum last month. et And I know there's still a vous final avez declaration in the participé au works, forum le coming mois together dernier. Je sais final qu'il y a une outcomes. déclaration finale But qui est en train if de you se could, just for a faire few avec le minutes, tell résultat du us forum. what it was Mais like si to vous be in that pourriez nous space. raconter dans What did quelques it feel minutes like? What comment kind vous of avez senti conversations did you d'être dans participate in? cet What happened? Give espace de us like a little Yéleni? Quel type de taste. And I'll start conversations ont with été tenues? Shamali, and then Sophie, Si and vous then pouvez nous Bruno. donner une Tell idée, us nous about your allons commencer experience avec there. Jamali, après Sophie et après Bruno. Oh, Shamali, unmute tu yourself, peux Shamali. ouvrir le micro. Tu es en sourdine. Wait, almost. Encore Take une it one fois. more time. Yeah, Vous done m'entendez? that. Can you hear me? I'm okay? Bon, Yes. I'm audible? maintenant, Yes. And the c'est interpreters can bon. hear me, I hope? Interprète, vous Yeah. m'entendez? Yeah, okay. Well, thank you, Oui, Nicole, and thank merci, you to Nicole. IPES and Merci everybody who, beaucoup, and Action Aid for IPES. organizing this Merci meeting and à toutes inviting les me here. personnes qui ont Thanks, organisé Sophie, ceci. for a Merci wonderful beaucoup, background Sophie, on pour Yeleni. ce Well, contexte de for me, ce this qui Yeleni a is a été magnificent Yéleni. space. Pour I moi, was c'était at un the first espace Yeleni magnifique. also in 2007. Moi, j'ai été aussi en And I guess the 2007, Yeleni that la we had première just fois. now was very different from the one that we Ce had que in nous avons Atlantic maintenant est in très différent 2007. à ce qu'a été Well, la of course, we première are in a fois. different location Évidemment, and a c'était different dans un endroit culture. différent et avec And une it was, culture différente. and so the Et arrangements that we were making were also very different. In les Selinge, environnements which was the étaient first Yeleni we différents. actually built, where everybody Nselingue, was qui a pitching in to été build le the hut, premier endroit make the où arrangements for the people, get the food going, get the tents set up, il y a eu etc. une structure So des it was a tentes different, and it was a où very les first time, personnes right? We all of us in the food sovereignty allaient movement didn't know how it would turn travailler out, but we et had c'est the différent. conviction that Maintenant, it nous would turn out parlons du somewhat mouvement well, and it de did. It was a magnificent souveraineté success, and alimentaire like avec Sophie says, it sort of birthed c'est this un long succès. process, and Comme Sophie l'a dit, c'était also un brought processus long many, de création how we say, et people that one may des not personnes qui expect to be in a food sovereignty movement. It brought more and more people into the food n'en- sovereignty movement. So the food n'attendaient pas sovereignty à movement être really impliqués dans le began mouvement to de blossom. souveraineté And from alimentaire there, ont it blossomed terminé into à s'impliquer. Ce different mouvement a formations of commencé à Yeleni. fleurir et il y a eu différents Now, the mouvements de Yeleni in Sri Yéleni. Lanka was Yéleni à, à different in Sri that, Lanka well, one a was été because différent it was in Sri Lanka, dans and le it had sens où emerged c'était from a big au Sri revolutionary Lanka struggle, the et Alaganda cela a été movement, né d'une lutte révolutionnaire très and grande that's been a very strong avec le grassroots mouvement movement of the d'Abya. people of Sri Lanka that came together C'est un organically to mouvement demand fort justice and to demand des freedom from debt organisations and de freedom from base the kind of exploitative, qui s'est extractive global créée de business, façon financial, economic organique governance that et drove de Sri Lanka façon towards what it is, um, externe avec towards what it was la facing in terms of the gouvernance economic and financial crisis, mondiale, no? la And then gouvernance in the Alagaya économique movement, en termes de Yeleni la crise économique was a big financière. inspiration Ce to bring mouvement this Yeleni a, in Sri Lanka. a été une And central inspiration in the très Alagaya movement importante were pour actors, que were people like Joseph Nayeleni Morris, ait who été are the tenu au predecessors Sri to Lanka. the Yeleni Et il y avait movement. aussi des mouvements So sociaux, des acteurs that sociaux itself qui ont is the fact that été our hosts, importants pour the le organizing mouvement. Alors, committee, le came from fait such a strong que les revolutionary hôtes transformative et le process and comité struggle, d'organisation venaient definitely de set a cet very important environnement tone révolutionnaire for the tellement fort Yeleni et in de ces the luttes, third le Yeleni that we were processus just de at. transformation a Um, été très an important au important moment aspect, I de think, of marquer the le third temps Yeleni du is that troisième over the forum last de 10 Yéleni. years,
Je pense que dans les 10 dernières années, dans le mouvement de souveraineté alimentaire, nous avions aussi le mouvement pour la justice climatique qui se sont unis et l'agroécologie. Ces convergences avaient eu lieu il y a longtemps, mais une discussion très importante est que le monde change tellement rapide, d'une façon tellement rapide. En plus des crises financières, économiques récurrentes, il y a le fait que les crises des institutions et des systèmes qui créent ces crises qui se sont accentuées et dans le système multilatéral aux Nations Unies qui vont vers un contrôle plus corporatif et plusieurs parties concernées et l'essor de l'autoritarisme et du fascisme dans plusieurs endroits et l'augmentation des guerres et des conflits. Ce type de demande exige de créer des espaces pour la convergence de différentes luttes, puisque lorsque les gens luttent pour la terre, pour la justice, face à des conflits et face à l'occupation des droits des travailleurs, il n'y a pas nécessairement un rassemblement de mouvements qui luttent pour la justice, mais le mouvement de Yéleni, le mouvement de la souveraineté alimentaire, c'est un mouvement pour la justice dans un sens plus large. L'idée de rassembler les personnes et générer une convergence depuis le bas vers le haut est ce qui prévale et c'est l'une des choses qui me font être le plus émue. Et il y a eu bien sûr la lutte contre l'occupation et les guerres, la lutte contre les sanctions unilatérales contre le pays, qu'est-ce que le féminisme veut dire, combien de types de féminisme différents il y a dans la pratique et comment nous pouvons finir avec le racisme, qu'est-ce que la transformation systémique face aux systèmes mondiaux, comment nous pouvons générer des systèmes nouveaux régionaux et des luttes plus individuelles ou fondées sur des communautés face aux luttes plus larges et mondiales. Il y a une diversité très grande des sujets et les discussions ont été très enrichissantes dans différentes assemblées, dans les séances, pendant les déjeuners, les dîners au couloir. Les personnes dansaient, chantaient, c'était merveilleux et il y avait aussi des artistes du Sri Lanka, des femmes qui ont peint un mur très bon. C'était une énergie très forte, la solidarité avec la Palestine, solidarité avec la Palestine, mais personne n'a oublié qu'il y avait aussi d'autres endroits sous occupation avec des guerres et des conflits. Il y a eu une sensation très importante d'internationalisme et solidarité. C'est une description belle, Jamali. J'aimerais savoir ce que Sophie et Bruno ressentent, quelle est leur perspective, mais ce que vous venez de décrire est très beau. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Mali a dit. Nous avions déjà parlé de ce que cela veut dire. Je l'ai partagé pour la première fois. C'était un forum très long avec beaucoup de personnes et un détail a été que les plénières étaient pleines. Et ceci veut dire que les gens saisissent le concept et savent ce qui se passe. Et les conversations étaient sur ce que les gens voulaient soulever. Jamali a dit que nous avions eu la présence des personnes du Congo et surtout, moi qui viens de l'Afrique, il faut être au cœur des questions au niveau international. C'était un espace assez ouvert. Yeleni a été aussi un espace qui nous a beaucoup aidés. Yel-
et surtout avec les mouvements de base Yéleni, a été très important pour les femmes car dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'espaces, les femmes ont été exclues et c'était une lutte. Et s'il vous plaît, donnez-nous l'occasion à travailler avec d'autres femmes dans d'autres espaces. Yeleni a ouvert un espace pour les femmes des mouvements de base. C'était très important. Il y avait beaucoup de femmes qui se sont intégrées et un pourcentage très élevé au Kenya. C'est pratiquement illégal car nous devons avoir 50 et 50 et c'était 65% des femmes et l'Assemblée des femmes pour moi a été aussi une convergence car ici nous pensons qu'il fallait parler des économies, des mouvements féministes. Les femmes ont parlé en profondeur avec des origines diverses de différentes régions du monde. C'était un espace merveilleux. Je pense que ce que nous avons obtenu de Yeleni a été beaucoup plus de ce que j'attendais ou ce que les personnes attendaient. Nous parlons d'un mouvement international et nous avons beaucoup de connexions, nous avons beaucoup de synergie et des mouvements qui incluent aussi les femmes. Ce que je sens dans la région est quelque chose que je sens dans ma région et peut-être je ne le sentais pas au niveau international, mais Yeleni a été un espace important et c'était important de partager dans l'Assemblée. Cela a été un processus très ouvert, en fait, et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens se sont sentis très interliés et les gens ne voulaient pas perdre d'espace dans le forum. Alors, les gens parlaient de leur propre perspective. C'était vraiment merveilleux. J'ai vu aussi beaucoup de mouvements sociaux que se soutenaient les uns les autres et Nieleni a été l'espace pour rendre cela possible. Parfois, on a l'impression qu'on on parle dans de enceintes trop petites, qu'on n'a pas le temps de partager ce que l'on veut. Mais à Nieleni, cela n'a pas eu lieu parce que les gens étaient très solidaires. On s'accompagnait les uns les autres et c'est ce dont nous avons besoin au sein de nos mouvements. Le comité exécutif mondial de Nieleni a atteint son objectif et c'est justement ce que nous voulions. Alors, Bruno, est-ce que vous pouvez m'en dire plus du sommet des peuples et de la COP30? Mais qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être exposé par euh, Chalimani et Sophie? Bon, tout d'abord, je suis honorée d'être ici avec elle. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Mais en réalité, je me sens tout à fait fière d'avoir pris part à ce collectif qui s'est réuni à Nieleni et qui rassemble des pays du Sud comme le mien. J'ai fait partie de la délégation latino-américaine. Et je pourrais vous dire que ce que Chamali a dit est absolument vrai. C'était une expérience extraordinaire. Tous les mouvements se sont réunis. Il y a eu beaucoup de convergences et je vous parle depuis la perspective de l'Association nationale agroécologique du Brésil. Donc, depuis notre perspective, c'est effectivement ce que nous voulions. Nous voulions des espaces pour la convergence.
car la construction de ces convergences revêt une importance primordiale. Parfois, il y a des tensions, parfois, il y a des obstacles qui s'imposent à nous pour bâtir cette convergence, car il n'est pas facile parfois d'échanger des points de vue qui peuvent être différents dans un espace un commun. Mais la vocation d'échanger les relations de pouvoir nous a permis de trouver ces convergences. Et effectivement, avoir ces sentiments d'appartenance, d'être ensemble, de créer ensemble, de proposer des idées pour qu'elles soient concrétisées et dans l'action. Et effectivement, cela me ramène au sommet de peuple, n'est-ce pas? Mais cette rencontre à Nieleni nous a appris à savoir comment nous pouvions continuer d'aller de l'avant. Ce n'est pas quelque chose qui commence et qui termine, non, c'est tout un processus qui doit être animé par notre envie de rester unis. Et ceci va nous ramener à notre sommet de la Terre, la COP 30, en novembre 2000. Cette année. Effectivement, l'idée serait de continuer à construire ensemble, d'avoir ces convergences. Et je ne sais pas, Nicole, si je dois continuer à parler et je fais le lien avec le sommet des peuples. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en parler et vous pouvez nous dire aussi quel est le travail fait par la société civile dans les cadres de la COP 30. Eh bien, je pense qu'il faut commencer en disant que le sommet de peuples est un processus politique autonome qui aura lieu, disons, en même temps que la COP 30. Il y aura des événements qui seront tenus en parallèle. Et c'est un point de coïncidence euh, pour cette organisation qui a été faite de cette manière-ci. Ces convergences ont été construites pour les mouvements sociaux, pour la société civile en général, et avec la participation de la société civile brésilienne et d'autres, bien entendu. Mais nous avons plus d'un millier de d'organisations qui se sont réunies et qui ont signé le manifeste du Sommet des peuples. Il s'agit d'organisations et de mouvements qui s'engagent à, à la défense de la vie, des territoires de notre planète. C'est un espace qui nous rappelle que nous n'allons pas accepter les agendas climatiques ou de changement climatique proposés par les grandes corporations, les grandes multinationales, car nous n'aimons pas la façon dont ils se prennent à cette question. Au Brésil, vous savez que la terre, la préservation de la terre a une signification particulière. Cette année, la COP se tient au Brésil. Et le Brésil est un pays avec une histoire d'autonomisation et de participation démocratique et des mouvements sociaux importants qui façonnent le débat public. Et ensuite, nous voyons aussi la COP avec qui propose un espace limité pour la société civile. Alors, c'est bien d'avoir cette coïncidence de ces deux événements. Nous savons que le sommet de peuple va avoir lieu pour renforcer la force de peuple des mouvements et des organisations. Peut-être ce n'est pas le moment de soulever cette question, mais je voudrais vous préciser que ce sommet a 6 axes de convergence qui tissent l'agenda politique. La- le premier axe, c'est donc faire un appel pour le respect du territoire, hein. C'est une demande qui veut revendiquer les l'appartenance à la terre. La deuxième, c'est de nous opposer aux actions de multinationales par un appel aux réparations. Et le troisième axe porte sur la démocratie. Le quatrième, le cinquième
et péri- périurbaine. Et le dernier, le populisme, la résistance des femmes dans les territoires. Donc, cela montre les convergences et les organisations travaillent sur ces piliers et sur ces axes pour se joindre, pour euh, avoir donc un document qui serait le traité des peuples comme résultat, comme conclusion du sommet. Alors, c'est une construction très riche d'avoir cette convergence, d'avoir, pour ainsi dire, le mouvement des mouvements. C'est ce qui nous réunit. Merci beaucoup pour cette description. La prochaine question que je souhaiterais poser à Chamali porte sur la raison pour laquelle il est important de réunir les mouvements sociaux, climatiques et qui se battent pour les souverainetés dans un seul endroit. Vous avez déjà répondu à cette question lorsque nous avons parlé de ce monde à crise multiple dans lequel nous vivons, mais je voudrais aussi voir quelles sont les menaces auxquelles ces mouvements sont confrontés et que pourrait-il se passer si nous ne pouvons pas nous réunir à cette convergence et si nous ne parlons pas de nous-mêmes. S'il vous plaît, vous êtes inscrit. Ah, d'accord. Thank you. Merci beaucoup. Je I'll vais respond to that. And répondre I also à cette thank you to question. all the Et pour tous les participants participants qui se joignent nous I think aujourd'hui, je pense que la photographe que nous voyons ainsi, ce mural, that I'm euh, hoping that des photos que vous pouvez our voir event is maintenant, eh bien, ce mural a was été créé over en 7 days 7 jours. by on the wall of a car park. Ce n'est un petit échantillon Very long. pour symboliser les femmes qui réclament leurs droits sur l'océan et très éloquent, je pense, de ce que sont nos luttes. Alors, par rapport à la souveraineté alimentaire et la justice climatique, qui font partie de la même lutte, comme je vous ai dit, pour s'opposer à la malnutrition, à l'exploitation, à l'extractivisme, à la destruction de la biodiversité, différents types d'agressions auxquelles les gens sont confrontés. Mais la crise existentielle est définitivement là et le système alimentaire a un rôle majeur qui peut accélérer la crise climatique. Alors, la souveraineté alimentaire offre une approche systémique pour essayer de s'attaquer à ces deux problèmes. Nous devons mobiliser les gens dans le monde entier dans leurs différentes compétences pour s'aligner et lutter contre ces crises multiformes. Si nous voyons les systèmes alimentaires, l'industrie, il y a dans cette industrie une responsabilité importante sur les changements climatiques. Et lorsqu'ils utilisent des agrochimiques et qu'ils travaillent dans ces infrastructures sur les marchés en utilisant aussi des carburants fossiles. Alors, tout cela laisse une empreinte sur l'environnement et le système alimentaire industriel a été construit sur les sauts du travail mal rémunéré, travailleurs, dans des conditions d'exploitation graves, en négation des droits des femmes, en commettant toutes sortes de violations à l'encontre des droits des femmes et d'autres défis posés à la sécurité physique, l'abus sexuel et j'en passe. Alors, il y a aussi la question des occupations de territoire, bon, etc. Alors, la question de l'empreinte sur le climat du système alimentaire industriel est liée à la question aussi de la destruction de cultures, la déforestation, destruction de mangroves et de l'aquaculture. Donc, il y a des conséquences significatives. Et lorsque nous analysons la question de la santé, nous voyons aussi que l'industrie traite surtout
ou utilisent surtout des aliments traités qui produisent de la diabète, de la pression artérielle, des changements hormonaux, etc. Alors, et bien sûr, en utilisant les carburants fossiles. Alors, si nous analysons l'industrie, nous voyons qu'il agit en tant qu'ennemi du mouvement de justice climatique. Je pense que la justice climatique ne peut pas être séparée de l'économie, de la Et culture et de ces mouvements, et surtout en pensant aux générations de l'avenir. Qu'est-ce que nous laissons aux, aux futures générations? Si nous parlons de la justice climatique et de la souveraineté alimentaire, nous voyons que ce sont des sujets complémentaires qui doivent être ensemble. Les méthodes pour fournir des aliments qui respectent les écosystèmes où il y a beaucoup de biodiversité, la terre et tous les écosystèmes. Par exemple, l'agroécologie est un élément important puisque non seulement est fondée sur la production de la terre, mais cela est lié à l'utilisation de l'eau, à la pêche. Et c'est pourquoi il est important que cela converge avec d'autres processus et c'est dont nous parlons, des processus de convergence. Ces processus de convergence euh, nous aident au forum de ILNI pour suivre ou pour continuer de présenter et donner importance au sujet de la souveraineté alimentaire. Et qu'est-ce que cela veut dire de partager ces engagements? Et alors, nous devons penser à la défense, à la protection des territoires et de la terre. Et surtout, respecter et protéger au niveau juridique, au niveau politique, au niveau social. Nous devons respecter les paysages, les écosystèmes, mais nous devons aussi respecter les personnes qui sont là. Les personnes doivent être les bénéficiaires et toute cette idée de défendre la terre et le commerce, c'est-à-dire c'est un processus qui est interlié, qui va et bien. Nous devons transformer le marché qui soutient les entreprises et le commerce. Nous devons parler d'un marché territorial. Justement, nous devons intégrer ce concept dans le concept alimentaire. Nous devons prendre la décision que si nous pensons en termes du marché territorial, la fourniture d'aliments est une partie intégrante. C'est une partie qui s'inclut dans tous ces systèmes. Alors, la question de la transformation des marchés est aussi importante lorsque nous parlons comment nous défions l'investissement, le commerce, les processus d'extraction, les processus qui détruisent notre environnement, nos cultures, nos systèmes alimentaires, notre santé. Je vois de nouveau que les mouvements de souveraineté alimentaire et le du climat sont complètement interliés. Maintenant, j'aimerais ouvrir cet espace pour que Sophie puisse ajouter encore plus, mais avant de ce faire, j'aimerais dire au public qu'en bas, vous avez une icône des questions-réponses. Là, vous pouvez partager des questions pour les panélistes du webinaire et après, nous pouvons les répondre progressivement. Merci beaucoup, Sophie. Oui, avant, l'on parlait aussi de quelques menaces partagées, surtout en termes de soi-disant solutions climatiques, et cela a donné un élan et a généré beaucoup d'investissements si nous ne travaillons pas de pair avec une approche de justice sociale, alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci, Nicole. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Salmali a dit. La crise climatique et la crise du système alimentaire ne peuvent pas se séparer. Elles vont ensemble
Elles ne peuvent pas se séparer lorsque nous parlons des producteurs agricoles autochtones de la faune. Et lorsque nous parlons des ressources, nous devons être à l'avant-garde de l'expérience et nous devons travailler de façon conjointe car nous ne pouvons pas accepter des solutions fausses puisque les mouvements sociaux ne peuvent pas être séparés et travailler en solitude. Qu'est-ce qui se passerait si nous ne le faisons pas? Je pense que nous ne pouvons pas travailler de façon séparée, car la situation est critique à l'heure actuelle et notre unité est clé et elle est urgente, puisque nous devons augmenter la visibilité que nous avons, les preuves sur les impacts climatiques, sur les poissons et les environnements. Nous voyons que les communautés euh, ont du mal à survivre et il y a des solutions au niveau communautaire qui peuvent se répliquer et à maintes reprises, l'on nous impose des solutions par des experts et aussi lorsque le mouvement travaille de façon séparée, cela veut dire qu'il y aura des experts, entre guillemets, qui vont nous imposer ces solutions qu'ils ont et ils vont nous donner des politiques qui ne marchent pas pour les peuples. Maintenant, nous avons une fenêtre ouverte qui est très fragile et je suis heureuse que les mouvements sociaux travaillent de façon étroite entre eux. Je pense que nous sommes dans un mouvement international où les mouvements sociaux convergent et cela leur donne une voix pertinente et un espace pertinent qui nous aide. Tout ce processus de Yéleni, comme nous l'avons entendu, c'est un processus fantastique. Nous avons une communauté, par exemple, des écoles de l'agroécologie où il y a des mouvements sociaux et il y a des opportunités qui vont nous aider à donner un élan à l'agroécologie, au droit pour la terre, à l'adaptation dirigée par les communautés. Tout cela pour pouvoir donner un élan au niveau politique. Nous voyons aussi qu'il y a des entreprises d'agro-négoce ou des entreprises technologiques qui donnent un élan à des solutions et nous savons qu'elles sont fausses. Mais ils travaillent rapidement. C'est pourquoi il est important pour nous d'être unis dans cette lutte avec cette intersectionnalité en rassemblant les femmes, les communautés autochtones, les jeunes et tous les militants et militantes contre ou pour lutter contre le changement climatique. Nous essayons de travailler ensemble. Nous devons penser que nos mouvements ne peuvent pas se séparer. Mais cette question pour savoir qu'est-ce qui se passe si c'est un grand mot, si nous ne nous communiquons pas parmi nous, nous donnons une occasion aux solutions fausses. Et ce que nous voulons sont des solutions réelles. Nous voulons Alors, nous pourrions finir en validant la compensation des monocultures, les compensations de carbone. Nous ne voulons pas entendre de ces solutions technologiques qui laissent de côté les agriculteurs directement. Toutes ces solutions corporatives. Alors, si nous ne nous unissons pas, nous aurons une résistance fragmentée où chaque secteur veut avoir sa propre campagne. Bon, je veux faire de la campagne car je suis une écoféministe et je veux tout simplement gérer ce sujet. Je suis une agroféministe, je veux gérer les questions de l'eau. Et où je suis une féministe radicale et je veux parler seulement des droits. Et je ne veux pas parler de cette autre chose. Il y aura alors une fragmentation des campagnes séparées qui finissent par nous faire perdre de l'énergie, car nous aurons des ailes très étroites et les gouvernements, les entreprises et les corporations vont nous faire reculer
Elles vont exploiter les divisions et si les mouvements sociaux sont divisés, et nous ne pouvons pas leur donner cette opportunité. Nous devons pouvoir euh, rendre visibles toutes ces voix. Ici, nous avons une voix en tant que des féministes de base et de n'importe quel endroit. Et nous devons parler de ce dont nous voulons en tant que des femmes des mouvements de base qui sont en contact avec la terre. Et nous pouvons dire, il n'est pas possible de semer n'importe quoi dans notre terre. Et nous devons pouvoir partager ceci, mais si nous sommes divisés ou si nous divisons cet espace que nous avons gagné, alors nous n'allons pas réussir. Par exemple, de l'endroit où je viens, ce petit village-là, la voie ne va pas s'étendre plus qu'au village voisin et nous voulons parler au niveau mondial de la crise mondiale, de la crise climatique, de la crise alimentaire, de la crise de l'eau. Je pense que si les mouvements osent à ne pas se communiquer, croyez-moi qu'il y aura beaucoup de faiblesse de la légitimation publique, puisque il y a beaucoup de déplacements et il y aura finalement un recul. Nous devons travailler ensemble et aussi en tant que collectif, nous devons avoir plus de pouvoir de négociation. Et le seul chemin est de continuer de construire et de renforcer nos synergies en tant que mouvements sociaux. Dans cet esprit, nous devons travailler en tant que des alliés dans des espaces de convergence, des espaces comme Yéléni, comme le Sommet des peuples, de façon continue. Comment nous pouvons ramener ces réalités à la lumière pour penser à des solutions tangibles, puisque nous ne voulons plus de solutions fausses qui consomment beaucoup de temps et d'énergie, mais et c'est un raisonnement très fort sur la raison pour laquelle nous devons continuer de nous renforcer en convergence. Mais comment le faire? Cela peut être difficile, puisque comme Sophie l'a dit, il y a beaucoup de demandes très concrètes de différents mouvements, de différents groupes. Alors, comment nous pouvons nous rassembler, créer une voix unifiée ou un appel unifié à l'action? Il s'agit peut-être de créer plus d'espaces autonomes et non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau régional. Alors, comment nous voyons ce processus, Bruno? Est-ce que tu pourrais en parler un peu? Oui, je pense que il s'agit d'ajouter des choses, puisque la conversation que nous sommes en train de tenir nous donne déjà des réponses par rapport à la façon dont nous pouvons avancer. Je pense que peut-être la première chose serait de travailler avec l'idée de la convergence et essayer d'être euh, sur la même voie, sur la même route, puisqu'il s'agit de puisqu'ils traitent la vie et la nature comme des marchandises. Et il y a beaucoup de luttes qui parlent de la souveraineté alimentaire et de l'agroécologie, mais nous devons nous concentrer sur le dialogue avec tous ces autres sujets. Cela veut dire que l'idée d'autonomie est réellement importante, puisque les peuples différents, eux, ils devraient contrôler la terre, les semences, les connaissances, les politiques, et cela est central aussi pour pouvoir nous opposer aux méthodes des corporations et comment nous, nous pouvons lutter contre cela. Ce que nous disons ici que l'agroécologie, les systèmes de semences dans les mains des paysans, les systèmes de production communautaire, euh, les moyens de subsistance et les pratiques
Je pense qu'il- que nous devons le voir en tant que des pratiques techniques politiques qui sont euh, testées dans les vies quotidiennes des agriculteurs, des paysans, des pêcheurs, des peuples autochtones qui sont en train de produire ces réponses dont nous avons besoin pour cette crise que nous vivons. Et à la fois, et ce sont des pratiques politiques euh, et nous devons les inclure, nous devons les reconnaître dans ces espaces. Alors, et c'est quelque chose que nous devons renforcer. Lorsque nous parlons de la justice climatique, nous ne parlons pas, comme Sophie l'a dit, nous ne parlons pas des solutions technologiques ou euh, quelque chose, une solution technologique qui pourrait émerger, qui ne soit pas contrôlée par le peuple. Ici, il y a la question du pouvoir, des droits, de la redistribution des ressources. Qui est propriétaire de la terre? Qui décide? Quelle est la solution à appliquer? Ce sont les questions essentielles. Et ce n'est pas seulement la question de la visibilité, mais il faut pouvoir mettre en pratique ces questions dans ces espaces. Je pense aussi que nous comprenons ces espaces euh, pour la convergence comme un espace politique pour que ces choses aient lieu. Lorsque nous parlons de la continuité des processus du sommet des peuples ou le forum de Yélénie, tous ces espaces sont des combinaisons des processus de lutte autour de ces actions. Merci, merci Shamali. Est-ce que tu es là? I'm here, I'm here. Yes, yes. Je me demandais si peut-être euh, tu peux dire quelque chose sur ces urgences liées au droit. Il y a une tension dans ces espaces et comment nous faisons pour naviguer ces tensions. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les tensions émergent est que nos luttes sont fragmentées souvent. Pas parce que nous voulons que nos luttes soient fragmentées, mais lorsque nous voyons la répartition des ressources, la répartition du pouvoir, nous pouvons voir que les corporations, le capital, les personnes du capital et le pouvoir politique travaillent ensemble. Les oligarchies deviennent de plus en plus puissantes, les gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires. Nous le voyons avec beaucoup de gouvernements et autorités qui se tournent vers le fascisme dans les 10 ou 15 dernières années. La construction des processus et des mouvements vers la convergence comme Yélénie ou l'intersectionnalité et la solidarité internationale. Cela est bien, mais qui est le producteur de la plupart des aliments dans le monde? Qui est soucieux de l'environnement ou qui se préoccupe pour l'environnement, qui travaille dans la santé, les travailleurs dans les usines, dans les économies locales, dans les navires de pêche, ce sont eux qui euh, approvisionnent le monde. Et ceux qui travaillent la terre réellement, ceux qui génèrent la richesse, ne sont pas ceux qui bénéficient des avantages. Alors, mais qui assure cet approvisionnement? Qui collecte les aliments? Ceux qui assurent l'approvisionnement en aliments pendant les dernières années, même s'il y avait des objectifs de développement durable à l'ONU, et il y a encore des problèmes qui s'accentuent. La faim, la malnutrition, des salaires faibles, travail précarisé, violence patriarcale, racisme, discrimination à cause de la religion, ethnicité, tout cela a empiré dans les
15 ou 16 dernières années et cela a forcé au mouvement, à des déplacements. Il y a aussi la criminalisation. Si les gens défendent leurs droits, elles connaissent la violence, il y a un besoin d'une justice efficace. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé pendant la COVID-19. Qui ont été celles qui ont été plus touchées? C'était les communautés de personnes qui se trouvent dans la ligne pour faire face à la crise climatique. Ces défis font que cela soit plus difficile, que les personnes s'organisent et qu'elles unissent leurs forces autour des demandes communes afin de renforcer cette lutte et des luttes collectives. Il est nécessaire de survivre et de générer un moyen de subsistance et lutter pour le droit. Cela nous rend très vulnérables et très susceptibles à la division. Et à maintes reprises, il y a des luttes entre les partis. Sophie a beaucoup parlé des solutions fausses et Bruno a parlé de l'importance de les défier. Je ne vais pas en parler de nouveau, mais il y a des points très forts de tension. Nous devons comprendre quelles sont les forces qui nous divisent et qui font pression pour nous diviser et comment nous pouvons aborder ces défis structurels de la survie, considérant que les intersectionnalités de classe, de race, de genre, de caste, considérant tout cela et considérant que nous sommes dans différents endroits, car des personnes habitent dans des zones rurales, d'autres dans des zones urbaines, d'autres vont mieux, d'autres non, d'autres sont travailleurs, travailleuses, d'autres sont des producteurs, d'autres sont dans le sud global, dans le nord global. Il y a différents types de divisions et de différences et dans les différents groupes des salariés et des agriculteurs et d'autres. Il y a donc de nombreux défis. Nous devons pouvoir reconnaître toute cette diversité. C'est très important dans notre mouvement parce que nous devons essayer de converger sur toutes ces questions à partir de nos diversités. Car l'oligarchie et les pouvoirs veulent nous séparer. Et ce sont là deux points de tension, comme je l'ai dit. Nous devons surmonter toute cette tension et chercher la force collective. Un mouvement féministe, un mouvement agroécologiste ou des aliments, de la souveraineté des aliments, le mouvement des travailleurs du sexe, il y a de micro-divisions, pour ainsi dire. Et l'un des points de tension qui s'imposent à nous et comment nous pouvons repenser tout cela, comment nous continuons à être honnêtes dans toute cette démarche, car nous sommes tous d'accord à ce que les émissions de carbone doivent être réduites. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a toujours des tensions qui surgissent dans cette dynamique de punition et de reconnaissance qui se font lorsque nous parlons de marché des carbones. Lorsque nous parlons, par exemple, de la question des émissions, nous pouvons parler des émissions très importantes produites par les industries, mais nous parlons aussi de façons de production qui pourraient porter atteinte aux moyens de subsistance des millions de personnes. Si nous parlons, par exemple, des mines de charbon qui constituent une source d'émissions, également, il y a des mines de charbon en Afrique et ailleurs qui vivent dans des situations de pauvreté importantes, mais ce ne sont pas eux les responsables de la crise climatique, mais ils ont besoin de cette source d'énergie pour pouvoir vivre. Il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent dans ce type d'industrie hautement polluante. Donc, nous devons analyser toute cette situation-là et si nous avons une position puriste, une position trop rigide, ces travailleurs vont perdre leurs moyens de subsistance. En Inde, par exemple, il y a
de parcs solaires. Et cela signifie qu'il y a des déplacements des milliers de personnes. Donc, parce que le plus de mécanisation, le plus des technologies intelligentes, des technologies basées sur l'IA, le plus de personnes vont continuer à être déplacées du marché du travail et le plus de déplacements, il y aura aussi des personnes qui travaillent pour produire ces moyens de subsistance à partir de ces énergies. Alors, nous sommes dans un système mondial qui est alimenté par certaines idéologies, certaines idées, et même si la plupart du monde ne veut pas avancer vers ce monde-là, eh bien, nous en éloigner impliquerait aussi un coût très élevé pour nos populations. Alors, comment nous pouvons négocier dans toutes ces situations-là? Peut-être que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Chamali. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est très importante. Qu'entendons-nous par convergence? C'est prendre la différence et la diversité et rendre ces éléments dans une force collective. C'est très beau ce que vous venez de dire, parce que cela résume très bien la question dont il s'agit aujourd'hui. Nous pouvons maintenant parler du climat, de la COP, et nous allons donner la parole à Bruno. Je voudrais savoir s'il y a un levier stratégique pour la COP qui pourrait euh, donc proposer ces solutions de base aux communautés et qui ont déjà été vérifiées et qui fonctionnent. Pensez-vous que nous pouvons présenter ces solutions de base à la COP? Pensez-vous qu'elles auraient de la visibilité? Oui, je pense qu'en tant que société civile brésilienne travaille de pair avec d'autres mouvements, l'idée des sommets des peuples et la façon dont tout cela a été organisé nous a inspirés et nous avons pensé à une stratégie interne et externe en même temps. Par exemple, je crois que nous pouvons utiliser les plénières des sommets des peuples parce que ce sera un espace ouvert. Il y aura beaucoup de mobilisation publique avec la participation de mass médias. Et c'est important d'avoir ces espaces publics pour maintenir l'autonomie de la lutte et en même temps, nous donnons plus de visibilité à notre sommet grâce aussi à la coïncidence de la COP. Et c'est très important. Je peut-être pas trop parler sur les sommets des peuples, mais je voudrais vous dire que nous avons organisé le sommet pour qu'il coïncide avec la COP. Le 12 novembre, nous allons commencer à recevoir l'arrivée des délégations qui se battent dans la résistance collective et les jours euh, et ils participeront dans les espaces de la plénière. C'est un espace très important pour construire nos revendications et nos demandes. Nous allons avoir aussi une manifestation massive à Belém do Pará. Il y aura des manifestations dans les rues et c'est aussi l'occasion de connecter, de voir la présence de mouvements mondiaux qui se sont organisés pour élever leur voix. Et le jour, parce que nous parlons du 12 au 16 novembre, alors le 16 novembre, nous allons avoir la déclaration finale, les traités des peuples, qui sera présenté au président de la COP. Et je pense que c'est très important, car nous avons déjà la confirmation qu'il va recevoir ce traité, cette déclaration des peuples, et en reconnaissant, bien entendu, les espaces d'autonomie du sommet. Voilà, je sais que je vous ai donné une réponse plutôt rapide à cette question exhaustive, mais il faut prendre deux choses en considération. Nous avons la COP 30 avec
notre espoir aussi que nous allons pouvoir montrer nos luttes, mais nous allons être attentifs parce qu'ils peuvent marginaliser les voix aussi, nous le savons, mais nous allons tout de même partager nos demandes pour la justice. Nous devons réouvrir les espaces démocratiques et avoir aussi les réponses à partir du territoire, des populations autochtones, des territoires. Nous voulons être entendus et nous espérons que nos propositions se traduiront par l'action et qu'il y aura des politiques qui seront mises en place parce que, il faut le dire, c'est très important, nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Nous savons que les solutions que nous allons proposer proviennent des territoires et que ces solutions marchent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes ici à l'appel sont très enthousiastes, veulent s'impliquer dans tout ce que nous avons euh, décrit, les représentations du sommet de Neyeli et les autres mouvements, le sommet de la Terre, ils veulent tous s'impliquer. Alors, une autre question que je pose aussi au mouvement de Neyeli, comment ils peuvent s'impliquer? Comment les populations des sommets de peuples aussi peuvent s'y impliquer? Peut-être s'il y a si Chamélie ou Sophie veulent répondre, qui sont en ligne, s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, vous pouvez le faire. Et comment? Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour renforcer les mouvements de la souveraineté alimentaire et des mouvements agroécologiques? Et comme nous le savons, à Nayeli, il y a eu beaucoup de demandes qui provenaient de la gouvernance locale et donc des signalements qui indiquaient que le système international ne fonctionnait pas comme il devait. Et alors, Chanali, je voudrais que vous, donc, nous répondiez à la façon dont nous pouvons nous impliquer. D'abord, je donne la parole à ceci, après Bruno. Oui, effectivement, toutes ces questions sont très intéressantes. J'ai beaucoup aimé la manière dont tout le monde veut s'impliquer, car cela montre que ce webinaire est tout à fait pertinent, n'est-ce pas, et est en ligne avec nos revendications. Donc, Nayeli, c'était un espace global. En tant que mouvement social, vous pouvez y prendre part aussi. Et c'est très pratique, car Nayeli n'est pas euh, aussi ouvert que le Forum social mondial. Au Social Forum mondial, nous le connaissons assez. Il y a un espace ouvert et tout le monde peut intervenir à n'importe quel moment. À Nieleni, c'était plutôt plus ciblé. Nous savions qu'il s'agissait d'un espace de la justice climatique et agroécologique. Donc, il faut aussi prendre en considération euh, tous ces, toutes ces questions. Il s'agit d'un processus global que nous voulons mettre au service de la convergence. Alors, ce que je vous anime à faire, c'est de trouver les organisations dans vos pays. Et c'est comme pour Nayeli. À Nayeli, on se posait la question, qui peut participer? Bon, tous ceux qui font partie des groupes de femmes, de la jeunesse ou des régions. Alors, dans vos régions, il y a des personnes qui peuvent s'organiser aussi, car cet espace de Nélénie est un espace très organisé. Ce n'est pas ouvert à tout le monde pour qu'ils puissent entrer et sortir. Non, c'est plutôt l'idée, ce serait qu'ils prennent part de façon intégrale. Par exemple, pour l'Afrique, il y a le chapitre Nélénie Afrique. Nous avons une coordination, nous avons des structures et c'est très organisé. Et je représente les secteurs de femmes en Afrique. J'ai été nommée par notre groupe pour se joindre au processus Nieleni. Et lorsque nous y sommes joints, j'étais représentée non seulement en tant que région, j'étais représentée en tant que femme euh, féministe de l'Afrique. Donc, c'est un espace de convergence et c'est l'idée. Et chaque région est très bien organisée. Avant d'aller aux espaces
mondiaux, nous nous organisons au niveau régional. Et cela donne l'occasion aux personnes de pouvoir connecter et converger euh, localement. Car effectivement, si vous travaillez au niveau régional, vous avez très certainement un espace local qui doit donc ensuite passer au niveau régional. Alors, l'important, c'est de savoir à quoi vous vous consacrez euh, et aussi de faire partie d'un mouvement, un mouvement de votre ville, de votre région. Peut-être il ne faut pas forcément participer ou prendre part à un mouvement mondial pour y être accepté. Vous pouvez participer à Nielieni tout en vous organisant au niveau local. Voilà, je pense que j'ai pu répondre à la question. Oui, Bruno. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des sommets des peuples? Oui, bon, c'est tout à fait pareil pour le cas de Nieleni et ce que Sophie vient de nous décrire. Mais l'idée de processus et des sommets de peuples, enfin, euh, le sommet des peuples va être tenu à Belém. Il s'agit d'un travail collectif qui s'est fait à partir des organisations de la forêt amazonienne. C'est le premier COP d'ailleurs qui se tient dans la région de la forêt amazonienne. Nous devons comprendre ce que cela signifie parce qu'il faut comprendre la question en profondeur. Vous savez très bien que l'Amazone est au cœur de politiques climatiques, hein. Et alors, c'est trouver à cette ville amazonienne est très importante et très symbolique. Nous devons comprendre ce que cela signifie. Alors, tout sera tenu dans une université publique et vous allez voir dans les échanges donc les luttes pour la démocratie au Brésil. Ce sont des espaces très riches au niveau aussi historique qui vont abriter ces luttes populaires. Donc, ce sera un espace ouvert. Et ce qui est important aussi, c'est la façon de s'organiser. Le point d'entrée pour nous au sommet de peuple est l'organisation des mouvements. Les mouvements ont dû avoir signé la lettre, le manifeste de peuple, de sommet de peuple, qui est disponible déjà sur le site web et qui a été diffusé sur nos sociaux réseaux, qui lance un appel à la participation au sommet de peuple et ensuite tout s'organise à partir de là. Tous les axes que nous avons déjà soulevés font un travail de territorialisation pour arriver au sommet avec d'une façon organisée. Et c'est le point d'entrée. Le sommet de peuple est ouvert à avoir beaucoup plus de participants et nous avons besoin d'aide. En fait, si vous voulez prêter main forte au processus, vous pouvez le faire parce qu'il s'agit d'un exercice de construction collective. Et voilà, ce sont les premiers pas pour y participer. Il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de webinaires, il y a beaucoup d'actions territoriales qui ont lieu maintenant, qui vont vous faciliter une arrivée beaucoup plus organisée. Et le 15 novembre, il y aura une journée d'action mondiale qui est très importante. Nous savons que pas tout le monde pourra se rendre à, à Belém, mais vous pouvez vous organiser dans vos propres territoires, dans vos propres pays, pour mettre en place une action collective le 15 novembre. Merci beaucoup. Alors, deuxième question, Bruno, à propos de la façon dont les personnes peuvent travailler dans l'action climatique et comment elles peuvent mieux soutenir les solutions agroécologiques et alimentaires de souveraineté alimentaire dont vous avez parlé avant. Oui, tout à fait. Euh,
Dans nos récits, nous avons beaucoup de mots-clés, beaucoup d'idées qui ont été soulevées aujourd'hui. Et je voudrais me centrer sur l'idée de la convergence, car nous en avons appris tellement. Ces espaces dont nous avons parlé, les pratiques que nous avons mises en place, euh, cet exercice d'apprentissage mutuel nous a fourni l'occasion d'apprendre, de mettre en commun nos idées. À mon avis, les connexions que nous avons faites, par exemple au Brésil, nous ont permis de réfléchir sur la façon dont l'agroécologie pourrait se relier à la discussion climatique. C'était vraiment un moment très important pour nous. C'était très important. Nous avons dit, oui, nous savons que ces deux questions sont interconnectées, et qu'elles sont vraiment indissociables, mais comment faire en sorte que cette réalité, cette relation étroite soit beaucoup plus visible. Alors, nous avons lancé un processus agroécologique au Brésil, une action, une recherche-action, et nous avons conçu une cartographie d'expérience au Brésil qui met en relation l'agroécologie et la justice climatique. Nous avons recueilli 500 expériences qui ont fait partie de cette cartographie et qui montrent comment, sur les territoires locaux, ces deux aspects, ces deux idées euh, sont associés. Car l'idée est de rendre visible cette interconnexion. Et dans le congrès national d'agroécologie qui va avoir lieu la semaine prochaine et aussi lors du sommet des peuples en novembre, il y aura beaucoup d'informations, des matériels que nous allons diffuser parce que nous avons besoin d'exemples de la façon dont nous pouvons, de façon pratique, mettre en relief cette convergence que nous avons pu créer. Et ce qui nous a vraiment inspiré dans cette idée, c'est que on se pose la question, est-ce que nous allons avoir recevoir des réponses à partir des territoires? Quand nous avons commencé la démarche, alors nous avons reçu en très peu de temps plus de 500 exemples d'expériences dans ces 3 mois euh, et où nous avons lancé l'enquête et cela nous a montré que les populations locales savent très bien que ces deux aspects sont interconnectés et qui propose des solutions. Je pense que c'est un exemple, un très bon exemple de convergence. Je sais qu'il y a d'autres exemples aussi, mais en tout cas, nous devons associer ces deux secteurs pour produire cette convergence. S'il vous plaît, ajoutez le lien de ce dont vous venez nous parler dans les chats. Alors, Anne Yeleni, il y a eu beaucoup d'échanges sur la façon dont le système de gouvernance international fait faillite par rapport au mandat qui leur a été donné. Alors, je voudrais donner la parole à Shalini pour qu'elle nous réponde. Merci beaucoup. Ce n'était pas tout simplement soulevé de façon, je sais pas, euh, incidentelle. Non, c'était le point de discussion à toutes les séances. Nous nous sommes centrés sur la gouvernance à différents niveaux, au niveau régional, au niveau mondial. Alors, il n'y a pas eu une seule réponse. Je vais vous donner toute une variété de réponses où il y a eu, disons, le plus de coïncidences de convergence. Il faut construire la gouvernance du bas vers les hauts. C'est ce qui a été soulevé, l'un des aspects. Et
Il faut faire en sorte que la démocratie participative fonctionne. Et elle ne fonctionne pas parfois. Et nous l'avons vu malheureusement dans certaines démocraties qui ont élu des pouvoirs ou de gouvernements fascistes. Il y a aussi la question des multinationales. Donc, nous avons beaucoup parlé de la démocratie participative, de donner beaucoup d'agences aux populations, de renforcer les territoires, etc. Et même lorsque nous analysons les systèmes de gouvernance et les systèmes politiques, nous voyons beaucoup de délégués ont dit que les autorités locales comprennent mieux la réalité de ce qui se passe parce qu'ils sont déjà implantés sur ce territoire. Alors, le plus d'autorités présentes sur les territoires, le plus de réponses il y aurait pour relever les défis qui se présentent. Et l'un des problèmes principaux avec la gouvernance était l'aliénation des partis qui travaillent sur les terrains. Et bien sûr, le- les grands problèmes avec les Nations Unies et l'expansion des multinationales, ce qui se passe non seulement avec les systèmes alimentaires, mais cette expansion de ces grandes euh, transnationales, multinationales dans chaque antenne des Nations Unies. Et aussi, il y a cette crise qui est liquide, qui varie tout le temps avec une crise financière et l'approche néolibérale aussi. Alors, aux Nations Unies, quand nous avons parlé de la question des Nations Unies, nous avons dit que ce système devait être formé de façon radicale. La façon d'y parvenir serait de construire plus de force dans nos territoires et dans nos pays pour faire de la pression du bas vers les hauts, de façon à ce que nos représentants qui sont là dans ces espaces de gouvernance internationale et régionale représentent le peuple et pas les grandes corporations, pas les grandes industries. Ça, c'est une chose. Et en même temps, il ne faut pas quitter le terrain de travail, car de bataille, parce que les Nations Unies, c'est cet espace où nous allons avoir ces discours, cette confrontation d'idées et continuer d'être unis, unis, demeurer dans ces espaces et continuer à nous battre. Et nous devons nous battre avec de la politique réelle et avec des stratégies. Il ne faut pas romantiser ces espaces parce que nous nous battons pour sauver les espaces que nous avons pour continuer notre lutte. Alors, toutes les déclarations, n'importe quelle déclaration, même si on a un petit paragraphe, c'est une réussite. Ce n'est pas représentatif de toute la lutte, bien sûr, mais ce que cela produit, c'est que nous gagnons cet espace et que cela nous donne, nous gagnons du temps pour continuer à avancer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, il y aura un agenda commun de politique pour l'action que nous allons lancé, que nous avons travaillé, sur lesquels nous avons travaillé pendant 2 ans. C'est aussi, il y a aussi la déclaration euh, qui est en train d'être travaillée et qui va se relier à la question qui m'a été posée. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'occasion. J'espère avoir répondu à la question. Oui, oui, bien sûr. Merci. Il nous reste quelques minutes, donc ce serait bien que chacun d'entre vous lance un message. Si vous deviez lancer un message à tout le monde à cet appel, quel serait ce message? Si vous voulez qu'il y ait une leçon retenue de la discussion d'aujourd'hui, quelle serait cette leçon? Quel serait ce message? En une ou deux phrases, s'il vous plaît. Qui veut prendre la parole en premier? Pour que ce soit donc un message, un guide de conclusion rapide. Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais euh, m'inspirer sur ce qu'un participant a dit, comment il demande comment nous pouvons faire partie du processus. Je pense que la leçon que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous devons nous impliquer. Nous sommes à un moment critique à l'heure actuelle où tout disparaît rapidement. Vous devez faire partie de quelque chose, faites quelque chose, organisez-vous, parce que
nous attendons parfois pour s'organiser. Non, vous ne devez pas attendre à ce qu'on vous invite à un espace. Vous pouvez créer un espace. Nous savons ce dont il s'agit. Et vous pouvez commencer au niveau de base, au niveau de vos communautés, dans votre quartier. Pensez à la possibilité de collaborer, de parler de changement climatique, souveraineté, agroécologie. Il y a tellement de ressources qui sont à votre disposition. Et chacun d'entre nous, nous avons accès à l'Internet. Il y a des organisations qui font un travail formidable. Il y a des écoles agroécologiques qui voient le jour tous les jours. Donc, il y a des opportunités, des espaces auxquels vous pouvez avoir accès, que vous pouvez utiliser de façon créative. Donc, n'attendez pas à ce qu'on vous invite. Faites-vous quelque chose. Prenez les choses en main. Voilà. Oui, très bon. Beautiful. Merci beaucoup, Thank you. Bruno. Bruno? Oui, c'est un peu sur les mêmes lignes. Nous devons construire une convergence. Nous devons effectivement faire avancer les idées de ce webinaire. Nous devons nous rassembler et c'est l'invitation ouverte que nous devons lancer aujourd'hui. Nous devons travailler ensemble. Nous devons tirer parti de ce type d'initiative. Pour moi, l'idée principale serait pour ce webinaire, c'est la convergence, agir ensemble, travail collectif, parce que la force vient de tout cela. La force vient de cette possibilité, comme il a été dit, de faire ce que nous faisons ensemble avec les responsabilités qui nous viennent de nos territoires, de nos vies de tous les jours. Et oui, effectivement, nous devons agir ensemble, le faire ensemble. Merci. Great. Merci beaucoup, Thank you very much. Shamali. Shamali. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement joindre ma voix. Toutes les constitutions, enfin oui, bon, toutes les constitutions que j'ai lues des différents pays et la Charte des Nations Unies nous disent nous le peuple, nous le peuple, nous le peuple. Je vais vous dire, nous sommes le peuple, pas ceux qui sont assis dans la salle de discussion, dans les congrès, ou que ces personnes soient première classe, deuxième classe dans un avion. Non, c'est nous, les gens de pays. C'est nous, les gens, qui devons nous faire entendre aux Nations Unies. Nous devons réclamer ces pouvoirs et en ce faisant, nous allons construire de la convergence en respectant les actionnalités. Nous allons construire un mouvement de solidarité. Et c'est la leçon que je voudrais que l'on retienne de cette discussion. Je suis très pouvoir être à Belen, mais nous allons nous organiser le 15 novembre en Asie, partout dans le monde. Nous allons nous organiser. Pour moi, c'est la leçon la plus importante. Et l'importance aussi d'apprendre à apprendre. Il y a toujours des façons d'apprendre à apprendre. Et voilà, et je vous remercie tous ceux qui sont ici dans ces webinaires pour m'avoir appris cela. Thank you. Thank you, Merci, merci Shamali. Thank you, Chamali, Sophie. merci Thank you, Bruno Bruno, for de vous joining us joindre à nous. today. Merci à tout le Thank you, monde au everyone in public the qui sont audience avec joining nous us today. avec nous Thank you to the aujourd'hui. Climate Action Merci, Network, merci à Climate WWF, Action, Action and contre our la faim beautiful et mes co-organisateurs organizers, Robbie Blake and Marie que j'aime beaucoup, Kosker. Robbie, And a Marie huge Kosker et un grand merci aux interpreters. interprètes Thank you aussi. so much. Merci pour votre Your hard work travail, behind the scenes. votre So travail en get coulisses. out there and Merci. meet with other Et folks, alors, meet allez other people, rencontrer find your d'autres people, join the mouvements, allez movement. parler Thank aux you very gens, much. rassemblez-vous. Merci beaucoup. Bye.